Allô, bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans une page d'histoire. Je ne sais pas si je suis en ligne. Il faut que Eric, tu me confirmes parce que je n'entends pas. Tout va bien, vas-y. Vas-y, je peux? Allez, Oui, oui. allez, ok. Bonjour à tous donc et bienvenue sur une page d'histoire. Alors, vous vous demanderez, le professeur est maniaque, il fait toujours des émissions où il parle des peuples israélites, des juifs, mais ce n'est pas, comment dire, mon choix, si vous voulez, parce que dernièrement, depuis très longtemps, et les peuples élus est à l'affiche dans tous les médias, dans tous les discours de l'actualité absolue, que ce soit avant la guerre génocidaire au Gaza, que ce soit les bombardements répétés et assassins au Liban, et que ce soit évidemment la guerre en Iran, dans le Golfe Persique. Et probablement le fait que le peuple élu est toujours à l'affiche, ce qu'il aime, évidemment, être comme protagoniste. C'est un peu comme les enfants qui ne sont pas assez aimés, vous savez, et donc qui font de tout, ils font des caprices et ça rend impossible. Ils se font haïr parce que, justement, comment dire, ils cherchent d'attirer l'attention de leurs parents, de ceux qui ne s'occupent pas assez d'eux. Il faut voir, dans ces cas-là, le bon Dieu probablement, même sûrement, je dirais, en cette période, ne les aime pas depuis 2000 ans, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en ayant étant crucifié, et c'est logique que cet enfant, qui est le peuple juif, ne se sent pas aimé. Et donc, depuis 2000 ans, il pratique toutes les voies pour attirer l'attention sur lui. Il y a eu des périodes où cette attention n'a pas été attirée sur lui. Il y en a d'autres, comme celui-ci dernièrement, dans laquelle les caprices sataniques, si nous voulons, de ces peuples élus, effectivement, fait de tout pour attirer, et il réussit à attirer l'attention sur lui. Alors, pour expliquer la raison du titre, vous vous rappelez, on avait parlé de l'histoire ancienne, très ancienne, d'où débutait donc cette idée du sionisme, non? On était remonté même avant la naissance de Jésus-Christ avec la guerre contre Antioche, les rois de Syrie, des frères Maccabées, qu'ils avaient gagné avec cette technique de la guérilla, n'est-ce pas, pour ne pas affronter l'ennemi en terrain ouvert. Après, nous rentrons jusqu'à l'occupation de Pompée, 62 avant Jésus-Christ. Après, nous sautons directement à la destruction du deuxième temple, 70 après Jésus-Christ, les légions de Titus. Et surtout, après la révolte, la dernière tragique révolte des Bar Kokhba, Bar Kokhba, de la guerre judéo-romaine 132-135 après Jésus-Christ, après laquelle l'empereur Adrien comment dire, éloigne complètement et définitivement le peuple juif de la Palestine. Et de là, ça commence le vrai exode dans le monde entier. Et à partir de ces moments-là, le peuple juif travaillera d'une façon très importante dans toutes les unités étatiques qui se trouvaient dans la Méditerranée, non plus sous un drapeau israélite, hein, mais sous un autre drapeau. À Rome, je vous avais dit, la présence israélite était autour de 10%, et ce n'est pas mal que la communauté israélite de Rome a souvent décidé sur l'élection des empereurs.
Et donc, parce que c'était une époque où la circulation monétaire et l'argent représentaient encore une chose très importante. Après la chute de l'Empire, évidemment, la circulation monétaire en Occident, dans l'Empire occident étant pratiquement réduite à zéro et la société vivait dans une espèce d'autarchie, les communautés israélites éparpillées dans l'Europe entière vivaient dans une espèce eux aussi d'autarchie. Parce que, évidemment, la, entre guillemets, la finance du Moyen-Âge n'existait pas. Dans l'Empire byzantin, par contre, qui a duré jusqu'en 1453, l'influence des soi-disant israélites grecs, si vous voulez, a été toujours très importante. Dans les mondes arabes aussi, parce que ces deux mondes, et l'Empire byzantin et le monde arabe, tout le Maghreb, jusqu'à remonter en Espagne, dans les grandes civilisations riches, et où la circulation monétaire était très importante, donc elle pouvait décider ou pas de la sorte d'un gouvernement, d'une élite. Et les communautés juives avaient une très grande importance. D'ailleurs, l'invasion d'Espagne de la part de l'islam a été favorisée incroyablement par les communautés juives espagnoles qui ont, entre guillemets, si vous voulez, trahi les Visigoths qui étaient des Visigoths chrétiennes, et donc toute l'Espagne a été occupée grâce à l'infiltration interne de cette communauté importante juive, très comme d'habitude. Vous savez, les communautés juives sont des personnes qui ont une très grande culture, polyglotte, avec une histoire très ancienne et une connaissance de la psychologie, si vous voulez, de l'homme dans son complexe qui remonte, grâce à leurs écrits bibliques, à la création du monde. Donc, chaque fois que cette communauté israélite s'installe quelque part sous faux drapeau, peuvent en réalité diriger, sans être remarqués officiellement, la politique, l'économie, les événements militaires. Moi, je pourrais vous faire une liste complète depuis 2000 ans des interventions fondamentales. Je ne sais pas, par exemple, les luttes éternelles de ma patrie, étant moi de cette région, contre les Turcs et l'islam, a été, donc, cette communauté turque et islamique avait été tout le temps, jusqu'à une époque récente. D'ailleurs, il y a des rabbins juifs comme le rabbin Touitou, celui avec les chapeaux qui est un peu névrotique et maniaque, qui insiste tout le temps, et de son point de vue, il a raison, l'islam est le balai d'Israël, jusqu'à quand les choses reprennent notre visage. Mais à l'époque de la République de Venise, tout le temps, les grands, si vous voulez, marchands, banquiers, juifs, séfarades, ou intervenaient dans la politique gouvernementale et d'un côté de la République de Venise, en se vengeant souvent du fait que la République de Venise avait une certaine méfiance pour tout en les accueillant chez elle. Je vous rappelle que le mot ghetto, c'est un mot vénitien, parce que le premier ghetto, ce n'est pas un mot négatif à l'époque, le premier ghetto, c'était celui de Venise, parce que les Juifs, dans leur esprit économe et intelligent, avaient choisi d'habiter un quartier à côté des fonderies de l'arsenal de Venise qui, pour l'odeur un peu désagréable, coûtait un peu moins cher. Donc, les Juifs du monde entier qui habitaient à Venise se sont retranchés, si vous voulez, dans ces quartiers du point de vue immobilier moins cher, qui s'appelait ghetto. Pourquoi? Parce que en vénitien, ghetto, ça veut dire jeter le bronze fondu dans des moules. Alors, c'était le jet de métal fondu, et c'est devenu que les Juifs de Venise habitaient dans les quartiers du ghetto. Et comme je vous dis, ces Juifs souvent sont intervenus du point de vue diplomatique aussi, et du point de vue économique aussi, dans l'Empire turc, qui était un ennemi mortel, pour attaquer à travers les possessions de Venise dans l'Orient, jusqu'à la mer Noire, pour attaquer la chrétienté.
vous rappelez la bataille d'Élépinte, vous rappelez aussi les sièges de Vienne en 1600 et quelques, là, excusez-moi la date, ça m'échappe, dans lequel toute la chrétienté, excusez-moi, s'était réunie pour essayer d'arrêter, ils ont réussi quand même, à arrêter l'avancée de la communauté turque qui était dès l'intérieur toujours fomentée par ces communautés israélites sous faux drapeau, là aussi, tout le temps, travailler sur faux drapeau, sans s'exposer directement. Vous savez, au lieu de fonder, d'avoir un État propre, un État, ça coûte cher du point de vue de l'entretien, excusez-moi le mot, hein. C'était comme quelqu'un qui, au lieu de travailler sous faux drapeau, c'est comme si quelqu'un, au lieu de s'acheter une propriété immobilière, alors nous comparons la propriété immobilière à un État avec des frontières, une langue, des institutions, une armée, un fisc indépendant, avec une propriété immobilière. Et la différence sous faux drapeau, c'est au lieu d'habiter dans une propriété propre, donc exposé aux yeux de tout le monde, exposé aussi à être attaqué, à être privé de sa propriété, à être envié, on va vivre dans un hôtel. Ah, c'est très bien. Dans un hôtel comme dans l'époque, certaines, comment dire, intellectuels sont allés et habiter dans l'hôtel comme par exemple Simone de Beauvoir ou Jean-Paul Sartre qui, excusez-moi, technique, j'ai un problème sur l'écran, je continue à parler si on peut intervenir, voilà. Donc, alors vivre sous faux drapeau, voilà, merci. C'est justement, ah non, encore là, il y a encore un petit problème technique. Aujourd'hui, c'est la journée de la petite. Voilà, moi, je continue mon exposé. Donc, comme je disais, vivre sous faux drapeau, c'est éviter pour le peuple israélite d'aller avoir un État. Parce que, comme vous voyez, avoir un État, ça implique, comme je disais, beaucoup de travail. Et depuis 1948, quand le bon Dieu et la divine providence, parce que le peuple élu ne se fasse pas d'illusions, ce n'est pas le fait que leur force, leur intelligence, leur décision les ait amenés à former cet État après des vicissitudes assez tragiques. Hein. Je vous rappelle, par exemple, que les mouvements bêtards fondés par l'un des leaders du sionisme, Jabotinsky, celui qui était très ami de Mussolini, je le répète parce que comme ça rentre dans les crânes, non? Alors, tous ceux qui ont une vision de façon partielle des choses. Donc, Jabotinsky fonda le mouvement bêtard qui chantait Giovinezza avec Mussolini en chemise noire à Civitavecchia. Après la Deuxième Guerre mondiale, ce mouvement armé et comme des terroristes, hein, ils avaient par exemple fait sauter l'hôtel King à Jérusalem en causant la mort de plus d'une centaine de personnes. Remarquez que des dirigeants du mouvement terroriste Beta sont devenus, après la fondation de l'État d'Israël, des éminents présidents qui sont devenus des représentants d'Israël dans la communauté internationale. Aujourd'hui, ces choses-là, évidemment, mais jamais ont étonné quiconque. Vous savez, l'actuel soi-disant président de la Syrie qui avait été identifié et accusé, et qui était un sanguinaire terroriste des mouvements financés par l'État profond international, est devenu maintenant un respectable président syrien reçu à l'ONU dans toutes les honneurs. Donc, comme vous voyez, même à l'époque, si on faisait sauter les hôtels où la communauté anglaise qui était mandataire en Palestine et qui avait permis la construction de cet État, c'était une chose normale. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette émission 2000 ans, c'est pas exactement 2000 ans si vous voulez officiellement, c'était depuis la révolte de Bar Kokhba,
en 135 après Jésus-Christ, mais allez, allons-y, on fait 2000 ans. Si la régie peut envoyer la vidéo concernant un court résumé de l'expulsion, qui résume l'expulsion des Juifs pendant la fin du Moyen-Âge de tous les pays européens on verra où, vers quelle région spéciale, et comme ça, on va comprendre aussi les raisons géopolitiques de la situation. Peut-être si on peut agrandir légèrement, mais de toute façon, la vidéo devrait expliquer de vive voix l'itinérance de ce peuple qui n'a pas cessé de se déplacer. Pour les Juifs qui, dans à peu près tous les pays, vont d'expulsion en expulsion. Ainsi sont-ils expulsés d'Angleterre en 1290, de France en 1306 par Philippe le Bel avant d'être réadmis en 1315, puis de nouveau expulsés en 1322 et jusqu'en 1359. Ils sont expulsés, entre autres, d'Autriche en 1421, de Cologne en 1424, avant la plus célèbre des expulsions, celle d'Espagne, en 1492. Dans ce contexte, il faut quand même signaler que presque à chaque fois, l'Église et les papes condamneront et puniront avec la plus grande fermeté les expulsions et exactions menées contre les Juifs. Les XIVe et XVe siècles, très durs pour toute l'Europe, le sont également pour les Juifs qui, dans à peu près tous les pays, vont d'expulsion en expulsion. Donc, comme vous avez vu, et de la carte, on peut voir qu'il y a des mouvements continuels. Disons que les grosses de l'expulsion se situent entre 1200 et la plus connue, comme dit la vidéo, c'est celle de l'Espagne de 1492. Disons la dernière, celle qui a laissé plus d'impression sur la, entre guillemets, historiographie officielle, celle de l'Espagne, non, et de l'Inquisition, soi-disant des noms comme Torquemada, ou le fait que les Juifs espagnols ont eu le choix ou de se convertir, on les appelait les conversos, ou de quitter l'Espagne. Et là, c'était une raison politique et économique aussi, mais religieuse et spirituelle. Je vous signale que, par exemple, les gens ne le savent pas beaucoup, mais vous savez, les grands écrivains espagnols, Cervantes, l'auteur de Don Quichotte. Je sais pas, Don Quichotte est connu cette parodie, cette ironie du chevalier du Moyen-Âge qui part pour, comment dire, réparer les torts, pour sauver les demoiselles, pour promouvoir la foi du Christ. C'est une parodie de celle qui avait été en Espagne une vraie épopée de ce qu'on appelle en espagnol la Reconquista. Et Cervantes était de familles, soit père et mère, conversos, c'est-à-dire des juifs convertis de force. Donc, vous savez que selon le conseil du Synédrium de Constantinople à la même époque, c'est-à-dire vers 1492, quand les Juifs des provinces demandent conseil contre le roi de France en disant qu'est-ce qu'on doit faire parce que le roi de France nous oblige ou à quitter son pays ou à se convertir, sinon il va séquestrer tous nos biens. Et les Synédrium de Constantinople avaient répondu, mes chers frères, faites une chose, c'est très simple. Vous vous convertissez officiellement, extérieurement. Donc, comme ça, vous participez à toute la vie sous faux drapeau, naturellement, de ce pays, la France. Et en même temps, dans votre cœur, vous conservez la foi de Moïse. Ben là, Cervantes, pour l'Espagne, qui a écrit ce chef-d'œuvre et qui met en ridicule, pas en ridicule, mais quand même, il imprime une ironie très profonde sur ce qui avait été la réelle épopée des reconquêtes. Vous savez, les ordres monastiques, comme l'ordre du Temple,
qui avait réussi dans les croisades à libérer la Palestine occupée par les armées islamiques, les fameuses balais d'Israël. Les mêmes ordres chevaleresques, hein, c'était la même façon de travailler, c'était par exemple les ordres de Calatrava Alcantara en Espagne, qui, avec la fameuse bataille de Las Navas de Tolosa 1213, libère une grande partie de l'Espagne et la redonne à la foi chrétienne. Et de là, il y avait des poèmes qui célébraient, des poèmes chevaleresques à la louange de Dieu, à la louange des chevaliers, des templiers, et à l'époque, pour l'Espagne, c'était les chevaliers Calatrava et Alcantara. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous savez que les Juifs sont spécialisés, sont très intelligents, très cultivés, polyglottes, très connaissants de la psychologie humaine. Vous savez, un bon livre bien écrit, ou une bonne théorie philosophique ou économique vaut plus que 100 000 divisions militaires. Hein? Voilà, qu'est-ce qu'il a réussi à faire Karl Marx avec son œuvre philosophique, hein, à révolter le monde entier. Alors à l'époque, Cervantes, qui était, comme je rappelle, d'origine juive, mais un ridicule et toute l'épopée de la reconquête chrétienne de l'Espagne. Voilà un travail bien fait sous faux drapeau. Là, dans la carte, les déplacements, c'est par exemple de l'Angleterre, les Juifs qui sont chassés, parce que quand l'élite au pouvoir dans chaque pays renifle sang qu'il a à l'intérieur de son État un organisme qui est étranger, qui se maquille très bien, mais qui en réalité, c'est quelqu'un qui suce jusqu'au fond les ressources du pays quand les choses vont bien. C'est-à-dire quand l'économie marche bien, la monnaie circule bien, et quand la monnaie circule bien, les Juifs sont toujours là, non parce qu'ils sont seulement les plus intelligents ou les méchants, c'est parce que aussi les chrétiens de l'autre côté travaillent sous faux drapeau, hein, dans le sens que puisque la religion catholique interdit l'utilisation de l'usure, souvent des rois, des prélats, des hommes de l'Église, ne confondons pas l'Église des hommes faits des chairs qui sont pleins de péchés avec l'Église fondée par Jésus-Christ, qui est parfaite et réelle, spirituelle, c'est autre chose. Mais les hommes de l'Église, comme les hommes d'État, qui ne pouvaient, ou comme des commerçants simples ou des industriels, qui ne pouvaient pas directement, comment dire, employer son propre argent d'une façon moderne et capitaliste en les investissant pour s'exposer à la critique, mais voilà qu'on a des communautés juives dans les ghettos. Pas au hasard, dans les ghettos, c'est comme une espèce de coffre-fort. On leur donne de l'argent à ces juifs qui, comme ça, font des hommes de paille, voilà, les mauvais, les méchants, qui utilisent cet argent pour l'investir. Et après, naturellement, une partie s'était donnée, restituée aux prêteurs, que ce soit catholiques ou autres. Ce système a marché pendant tout le Moyen-Âge, l'époque moderne. Aujourd'hui, je ne vous dis même pas, n'est-ce pas? Et bon, après l'accord signé entre le pape Grégor, Grégor XVI, un pape de Belluno, qui est né, entre autres, à moins de 500 mètres de ma maison de Belluno. Ce pape, Grégor XVI, en 1832, à cause des graves difficultés financières de l'État pontifical, demande un prêt à son Excellence, M. Mayer Rothschild, qui lui prête effectivement plus de 400 millions de lire de l'époque, que c'était un chiffre épouvantable. Remarquez que quand le pape Grégoire XVI reçoit ce monsieur de Rothschild, qui était le banquier de Naples, un des 5 frères, hein, vous vous rappelez, un était à Vienne, l'autre à Naples, l'autre à Londres, l'autre à Paris et l'autre à Francfort. Mais celui de Naples, quand il se présente au Vatican, il ne va pas baiser le pied parce que la procédure, la cérémonie impliquait que celui qui rencontrait le pape allait baiser les pieds du pape. Par contre, cette fois-ci, 1832, M. de Rothschild serre la main. Et le pape Grégoire XVI aussi lui dit bonjour monsieur, et voilà, on va discuter d'affaires. À partir de cette époque-là,
la finance, les Juifs sous prénom et sous faux drapeau, parce qu'encore à l'époque, il n'y avait pas d'État d'Israël, et l'Église, mais pas l'Église sainte fondée par Jésus-Christ, l'Église faite par des prêtres, des ecclésiastiques, des cardinaux corrompus, non pas parce que la corruption soit concentrée dans l'Église catholique. Je peux vous assurer que dans le monde talmudique, dans les rabbins ou dans le monde islamique, la corruption est à tous les niveaux, que ce soit la corruption économique ou la pédophilie ou la corruption morale profonde, est distribuée là aussi, le bon Dieu a distribué la providence de façon équitable sur le monde entier, la malhonnêteté et la mauvaise foi. Donc à cette époque, comme je disais 1832, ça rentre, la finance, dans le système du Vatican. Et à partir de ce moment-là, le Vatican et les systèmes juifs de la finance internationale marchent bras dans le bras et peuvent évidemment les uns, l'Église, si on veut, le Vatican, profiter d'investir son argent sans le savoir, évidemment, officiellement, parce qu'il ne peut pas utiliser l'usure, et à travers le réseau bancaire Rothschild, et non seulement, parce qu'on imagine que les Rothschild ont tout fait. Non, les Rothschild, c'était eux aussi une partie, un visage de la façade. Et du côté, les réseaux Rothschild viennent en possession le plus grand réseau d'information du monde entier, parce qu'en 1832, l'Église était, comme on dit, répandue dans le monde entier, du Japon à la Terre du Feu, du Canada à l'Afrique du Sud, avec des prêtres qui font des relations continuelles. Donc, c'est un centre d'information. Et vous savez que la finance, le secret de la finance, c'est l'information et la vitesse et l'anticipation avec lequel le financier connaît les différentes tendances politiques, révolutionnaires, commerciales, couvertes d'un produit ou la psychologie d'un peuple. Donc les deux, n'est-ce pas, les deux entités, d'un côté communauté israélite bancaire et de l'autre côté communauté ecclésiastique, pas comme je dirais, c'est le Vatican, des prêtres, qui ont été eux aussi tentés et conquis par la synagogue de Satan, citée dans l'Apocalypse, la synagogue de Satan, qui avait déjà conquis sûrement une grande partie de l'élite islamique, ou là aussi l'élite israélite, parce que là, nous ne pouvons pas, comment dire, accuser, comme on fait souvent, Israël encore d'être les méchants. C'est le tour d'Israël. Moi, j'avais fait une boutade il y a 2 ans en disant quelle était la différence. Excusez-moi si je saute à droite, à gauche, mais à la télé aussi, les journalistes et les hommes politiques sautent tout le temps de droite à gauche. Du matin, ils disent une chose, le soir, ils la confirment ou ils la démentissent. C'est un problème. Moi, au moins, il y a une logique à l'intérieur de ce que je dis, parce que je ne suis payé par personne et je travaille, si j'espère, si je peux, pour lui, j'espère, de faire un bon travail, d'être inspiré par la divine providence. Je ne veux pas, excusez-moi, ce n'est pas une question de modestie, c'est un espoir, parce qu'une question de foi, ce n'est jamais une question de certitude, ce n'est pas de la science, c'est de la foi. Eh bien, moi, j'ai pas assez probablement, mais j'ai la foi dans la providence. Alors, je disais, pour dire, par exemple, quelle est la différence, excusez-moi la boutade, entre un bon juif et un mauvais juif, comme les chasseurs, vous savez, de l'inconnu. Alors, là, le bon juif, c'était que quand il rentre à Gaza, il voit un enfant palestinien dans la rue, il vise, il tire, comme ça, comme un abruti, il ne se demande pas. Ouais, vraiment, c'est un sanguinaire. Et le bon juif, le bon juif, c'est que quand il rentre à Gaza, il regarde autour, il voit un enfant qui se promène, il le vise, mais il réfléchit un instant et il dit, est-ce que... Mais de toute façon, celui-là, quand il sera grand, ça sera sûrement un terroriste du Hamas. Il tire, voilà. Mais ce n'est pas la même chose. Un bon juif et un mauvais juif. Bon, parenthèse, je reviens au discours principal du faux
du faux drapeau. Donc, comme je vous dis, à partir de ce prêt de 1832, les deux entités prennent le pouvoir total sur la communauté mondiale et surtout les événements politiques qui se déroulent. Jusqu'à arriver en 1929, dans laquelle le pape c'est Pie XI, pendant les concordats, après les concordats faits avec le fascisme, avec Mussolini, que l'État italien donne au Vatican comme rémunération, comment dire, pour le fait de l'avoir privé de son État, une chiffre faramineuse. Je ne sais pas si ça s'appelle autour de 2 milliards de dollars ou de livres sterling qui correspondait à une chiffre monstrueuse en or. Rappelez-vous, en or. Là aussi, c'était toujours la même, comment dire, le même dilemme. Comment utiliser l'argent de l'Église sans faire passer les églises pour des usuriers. Ce n'est pas ça, c'est pas difficile. On va appeler un certain type qui s'appelle Beniamino Nogara, là aussi d'une famille juive italienne très connue, qui avait été présenté par son frère qui était archevêque de Udine. Comme vous dites, mais il était juif, il était archevêque de Udine, Giuseppe Nogara. Ben si, mais tout ça, vous pouvez le contrôler, parce que, comme dit Luigi, invente. Non. Et donc, si vous allez sur Internet, vous verrez qu'Internet dit que Beniamino Nogara, le banquier, qui a pris en charge cette chiffre faramineuse et qui l'a amené en Amérique, en juin 1929. En Amérique, en disant au pape, mais vous n'intervenez pas sur la façon dans laquelle on l'utilise. Et le pape a dit non, nous on ne sait rien. On fait mine de rien, nous, voilà. Et cette chiffre faramineuse donnée à Beniamino Nogara, à la communauté bancaire et financière internationale, fera le fameux jeudi noir, non, dans lequel la crise de 29, les gens se suicidaient, se jetaient dans la rue. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais de toute façon, la crise était bien vraie. Et après cet argent, 19 banquiers internationaux situés quand même sous faux drapeau, encore, aux États-Unis, dans l'hôtel des États-Unis, comme je vous ai dit, comme Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Comme ça, ils n'avaient pas de problème de payer l'électricité, faire des réparations, avoir des problèmes avec les voisins. Non, avec l'hôtel, tu vas, tu manges, tu couches et tout en bas. Et là, en Amérique, c'est un peu la même chose. La communauté israélienne, c'est en Amérique, en faux d'impôt, donc elle fait tout ce qu'elle doit faire, mais elle n'a pas de problème de l'instruction, du service militaire, de la propagande, de l'école, non, il n'y a rien. Nous, on s'occupe que de l'argent et quand on fait, c'est l'Amérique qui fait. C'est l'Amérique qui fait des guerres, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Amérique qui, soi-disant, tire des bombes, soi-disant atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Ça fait la guerre, soi-disant, contre le Japon, mais ce n'est pas nous, les Juifs. Bon, à partir de ce moment-là, 1929, le réseau Vatican et réseau banquier international juif prend définitivement les contrôles du monde entier sur la base de la manipulation, évidemment, des les réserves monétaires pour arriver progressivement aux dollars, pour arriver progressivement à la monnaie virtuelle, pour arriver progressivement aujourd'hui au système Switch, etc. Bon, fermez la parenthèse. On prend une petite pause parce que je parle beaucoup. Eric, si tu peux envoyer la deuxième vidéo. Aujourd'hui, c'est le festival des peuples israélites. Là, je vous envoie Monsieur Domergue. Vous savez, ce monsieur extraordinaire. Écoutez-le bien. Qu'est-ce qu'il dit? Des siens. Mon nom est Roger Domergue pour la Cour de Ménage. Je suis en désaccord parfait avec toute la conjoncture spéculative, athée, des Rothschild, Amer, Soros et compagnie, Marx, Freud, Einstein, Oppenheimer, S.T. Cohen, etc., Picasso et consorts. Donc je rejette le capitalisme libéral et le capitalisme d'État, qui sont pour moi les deux revers de la même médaille matérialiste. Et j'inclus ces deux impostures dans un concept nouveau que j'appelle le judéo-cartésianisme. Si je répudie ces deux faces
du matérialisme, c'est-à-dire le capitalisme et le marxisme, c'est parce qu'ils sont destructeurs de l'homme et que nous arrivons actuellement à la fin de la fin. Mes congénères, les Juifs, jouent un rôle fondamental dans ces deux perspectives, capitalisme et capitalisme d'État. Ce sont eux qui sont les grands financiers, comme Rothschild, que tout le monde connaît, qui ont par exemple financé le Nord et le Sud dans la guerre de sécession en Amérique, et combien d'autres choses encore, qui faisaient passer les matières premières à l'Allemagne par la Suisse pendant la guerre de 14. Ce sont des gens comme Warburg, qui ont financé simultanément les Alliés, les Allemands et la révolution bolchevique. Ce sont des gens comme M. Soros, notre contemporain, qui se permet de dire en pleine télévision qu'il n'a pas besoin d'État parce qu'il les a tous, qui se gagne 50 milliards en une opération et qui d'un coup de téléphone fait sauter la Banque d'Angleterre. Tous ces gens-là possèdent des pouvoirs sur tous les États qui asservissent radicalement la justice et la politique. Ces pouvoirs sont radicalement l'antithèse de la démocratie. C'est pourquoi quand on parle de démocratie, on peut se tenir le ventre et rire. Parce que je profère ces vérités. Certains diront que je suis antisémite, c'est idiot. La vérité est la vérité. Si la vérité est pro-sémite ou antisémite, ça la regarde. L'autre aspect de cette domination juive, c'est le marxisme. Ce régime a été soutenu par des financiers américains depuis avant 1917, depuis vers les années 1900, sans solution de continuité. Les politiciens et idéologues, les idéologues étaient juifs comme Hegel ou Marx. Les hommes politiques étaient également tous des juifs. Je ne peux pas les nommer, il y en a trop. Les administrateurs étaient juifs. Je peux vous donner une page de 10 pages des administrateurs qui sont dans un de mes livres. Et enfin, les bourreaux carcéraux et concentrationnaires ont exterminé des millions de gens dans ce régime, étaient tous juifs, en commençant par Kaganovitch, le beau-frère de Staline. Et pour en nommer quelques-uns, je dirais Frankel, Yagoda, Firin, Apeter, Abramovici, Jejov, etc., etc. Aucune ambiguïté à ce sujet, ce régime atroce, qui a derrière lui 200 millions de cadavres, était d'origine absolument circoncise, entre guillemets. Quand, comme Freud, on veut tout faire partir du phallus ou du vagin, on fait une systématisation d'obsédés qui n'a rien de synthétique, qui n'a rien de moral. C'est-à-dire toute l'œuvre de Freud est d'un amoralisme absolument abominable. On se demande même comment l'être humain le moins évolué a pu prendre au sérieux une pareille fable. Je le répète, personne n'ira me dire que la puissance d'un Soros qui prétend avoir tous les États, donc il n'en a besoin d'aucun puisqu'il les a tous, dit-il à la télévision, qui nous dit que ce monde va imploser, qui nous dit qu'une société qui peut supporter quelqu'un comme lui, une société qui ne tourne pas rond, n'est-ce pas? Ne me dites pas que cet homme a une puissance qui rentre dans les normes démocratiques. C'est absolument idiot. Puisqu'on nous parle actuellement de racisme, commençons donc par faire le nettoyage chez nous. Nous allons voir un petit peu ce que représente le racisme dans la tradition religieuse juive, depuis la Bible jusqu'à nos contemporains. L'abbé Pierre a dit, dire qu'un juif chante faux, c'est être antisémite. Moi je dirais que dire la vérité, c'est être antisémite. Ne pas plaire à un juif, c'est être antisémite. Et je résumerai tout ce que je vais vous dire par une phrase de Simone Weil. Parler d'un Dieu éducateur au sujet de ce peuple est une atroce plaisanterie. Karl Marx lui-même, lorsqu'il dit par exemple de supprimer le trafic ou supprimer le juif en parlant du capitalisme, dans son testament politique, Hitler dit « Il est normal que chacun éprouve orgueil de sa race et cela n'implique absolument aucun mépris à l'égard des autres. Je n'ai jamais pensé, dit-il, qu'un Chinois ou un Japonais nous fussent inférieurs. Ils appartiennent à de vieilles civilisations et j'admets même que leur passé soit supérieur au nôtre. Ils ont des raisons d'être fiers, comme nous sommes nous-mêmes fiers de notre civilisation, de la civilisation à laquelle nous appartenons. Je pense même que plus les Chinois et les Japonais demeureront fiers de leur race, plus il me sera facile de m'entendre avec eux. Ces propos sont pleins d'un bon sens élémentaire. Dire le contraire, ce sera proférer une ânerie. La politique agraire d'Israël aboutit à une spoliation méthodique
systématique de la paysannerie arabe. Racisme intégral. Pour convaincre qu'avant Israël, la Palestine était un désert, des centaines de villages ont été rasés au bulldozer avec leurs maisons, clôtures, cimetières, tombes. 15 000 Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes. 20 000 sont torturés chaque année. Et cette torture est devenue légale en 1996. Tout cela s'inscrit dans la spoliation, la discrimination, l'apartheid et la quintessence du racisme. Le malheureux Hitler, qui voulait préserver son ethnie du métissage institutionnalisé que nous connaissons actuellement, n'a pas inventé le racisme. Qui a conçu l'idée de réduire en esclavage les races inférieures? Le peuple élu, qui sera châtié s'il prend pour femme une païenne, qui choisira ses esclaves parmi les goïs, sans se mêler à eux, pour 1000 ans, disait Hitler. Pour l'éternité, disent les Juifs. D'où Hitler a-t-il appris à choisir une race, la préserver pure et sans tache, lui offrir une terre promise? Je vous pose la question. Bon, alors là, M. Domergue qui disait c'est la fin de la fin à la fin des années 90, qui sait qu'est-ce qu'il aurait dit regardant maintenant. Après, il fait des citations parlant de Lazar Kaganovich. On verra à la fin de l'émission. Et après, on voit aussi une certaine naïveté de sa part, probablement poussée par l'exaspération qu'il a en étant un homme très cultivé, un juif très intelligent, un représentant de ce qui est vraiment le mieux de la, si on veut, excusez-moi le mot, de la race juive. Hein. Je la connais moi aussi très bien, mais je vous le répète, ma femme est juive italienne, donc en Italie, les juifs aussi réunissent normalement en eux des doubles personnalités, et l'intelligence, la force, l'histoire, la détermination du peuple juif, et la même chose pour ce qui concerne le peuple italien, évidemment, que tout le monde connaît, hein. Sa force, son courage, son intelligence, son ironie. Donc les juifs italiens dans le monde, ils ont un rôle très important, positif et malheureusement négatif aussi. Après, il fait des... et donc, quand il fait des allusions en disant les malheureux Hitler, parce que peut-être qu'il n'avait pas la connaissance que j'ai ou que d'autres ont sur le fait qu'on sait très bien que le nazisme en Allemagne a été mis en place à travers les manigances internationales de la finance, la même finance que lui définit américaine, mais qui en réalité était, n'est-ce pas, une grande partie de ces banquiers juifs, des grandes sociétés comme AEG, IBM, Ford ou autres, qui étaient sous faux drapeau en Amérique et qui ont bien installé cette force sous faux drapeau aussi, n'est-ce pas, en Allemagne, Hitler, pour donner un coup de main si c'était nécessaire. Il était nécessaire de détruire avec ce régime sanguinaire et athée qui était le nazisme, qui d'ailleurs, je répète, national-socialisme. Il y a toujours le socialisme, c'est lui qui avait été inventé par les regrettés Karl Marx, n'est-ce pas? Alors là, puisque c'est aujourd'hui là l'émission encore juive de chez Juive, j'ai envie de la régie envoyer une petite interview d'un grand juif très sympa, très intelligent, Jacob Cohen. Écoutez bien ce qu'il dit. La société israélienne est en train de s'effondrer, ce qu'on avait vu le jour l'année dernière. La panique de la société. Hier, je l'ai dit, vous savez, dans la vidéo, les Israéliens donnent cette impression de force, d'unité, de combat. Moi, je les connais de l'intérieur. C'est des lâches. Ils ont des grandes gueules, mais ils sont prêts à s'entretuer pour n'importe quoi. C'est un pays, c'est une jungle. Et l'année dernière, on a vu des milliers d'Israéliens partir, payer 3 000, 4 000 $ pour une traversée à Chypre. C'est ça le pays qui résiste. Mais regardez les Iraniens, la différence. Non, ce sont des gens qui vraiment... c'est pas un peuple... D'abord, c'est pas un peuple uni. Ce sont des ennemis les uns des autres, des adversaires les uns des autres. Ils se détestent. Les religieux détestent les laïcs les religieux, les gens de gauche détestent la droite. Enfin, c'est un ensemble absolument dément. C'est dément.
Et donc, et ce sont ils ont la trouille. Vous les voyez. Regardez les Iraniens comment, quand aux funérailles de Khamenei, ils sont sortis par dizaines de milliers. Et ils ont dit, ben, bombardez-nous si vous voulez. Alors que les Israéliens, quand ils vont dans les abris, ils se disputent les places dans les abris. Ben, je veux dire, ce sont des. Vous savez, il y a une certaine artificialité dans ce pays. Les gens, on a amalgamé des gens qui viennent de n'importe où. Et on veut en faire un pays. Voilà, vous voyez, voilà, quand il y a des Juifs qui ont quelque chose dans le pantalon, là, hein, Jacob Cohen qui parle des siens aujourd'hui, et à l'époque d'Omergue, quand ils ont le courage de dire les choses comme elles sont, n'est-ce pas? Mais Jacob Cohen aussi, qui est très, très bien, mais il est très bon lui aussi, parce que, selon moi, hein, c'est une opinion personnelle, il tombe dans le piège parce que tout le monde maintenant considère que les pauvres agressés de l'Iran maintenant sont du côté des bons. Et moi, vous savez, ma conception qui est vraiment globaliste, je sais que malheureusement, cette fois-ci, encore une fois, si c'était nécessaire, l'Iran, c'est les fonds de boutique du moment. Je vous avais dit que cette guerre était répartie simplement pour faire augmenter le coût de l'énergie. C'était prévu bien avant l'explosion de la guerre, et c'était ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Parce que toutes les élites au pouvoir dans le monde sont installées, sont tenues par la gorge, non seulement par les informations concernant des personnages, mais surtout pour le système économique. Le système économique qui fonctionne dans le monde comme une horloge. Il n'y a personne qui peut sortir. Donc, même les délirants comme Netanyahou, Israël et les sionistes actuels, qui n'hésitent pas à se faire sauter des missiles sous la tronche, parce que le deux visages, c'est la guerre a deux buts fondamentaux dans n'importe quel pays où la guerre se déroule. La première, c'est de faire disparaître la marchandise et la faire réapparaître plus tard plus chère, parce que c'est la guerre qui a fait comme ça. Deuxième source, c'est les élites au pouvoir de chaque pays utilisent, comme d'habitude, une guerre extérieure pour essayer de se conserver bien à l'intérieur. Parce que puisque tous les leaders du monde sont vraiment corrompus et placés où ils sont par la synagogue de Satan, aidés par les comptes Switch de la Banque internationale, normalement les leaders du monde entier, ils sont détestés par le peuple, parce qu'ils sont des sangsues du peuple, ils sont des vampires du peuple, n'importe où vous allez. Hein. Mais la guerre extérieure, c'est très bien, c'est très venu. Ah, c'est comment dire, un proverbe romain qui dit des cornes en famille, des cornes, ça veut dire c'est une paix en famille. Marie cornes et la paix règne. Là aussi, excusez-moi, là aussi, dans la guerre, il y a la guerre, donc chaque pays qui est concerné de la guerre remet à plus tard, comment dire, la solution des graves problèmes antérieurs, qui c'est ça, problème de sécurité, problème de pauvreté, problème d'hygiène, problème de corruption, on le fera ça plus tard. Écoutez, plus tard, parce que maintenant on a la guerre, on doit s'occuper de la guerre. Et M. Cohen, qui est très gentil, je ne partage pas son idée, ce n'est pas des leaders, hein, c'est les peuples qui sont courageux. Il y a sûrement, hein, dans tout le peuple du monde, le bon Dieu a distribué d'une façon équitable aussi la bonne foi, la mauvaise foi, et le courage et la lâcheté. Donc, voilà, réfléchissons bien à ça avant d'exprimer ou de prendre des positions. Autre chose, pour revenir toujours au faux drapeau. Je vous propose maintenant, et avant de la mettre en onde, Eric, je fais une petite explication. C'est une célébration d'un banquier juif, Jacob Schiff, qui travaille aussi sous faux drapeau, comme citoyen américain, parce qu'il résidait en Amérique, mais il était originaire d'Allemagne, comme beaucoup, n'est-ce pas? Parce que vous savez que l'Allemagne est un peu le foyer qui récoltait tous les juifs askénazes du pays de l'Est qui viennent souvent, le foyer sioniste, si vous voulez. Et donc, ces messieurs qui avaient en haine la Russie, parce qu'ils disaient qu'en Russie, on faisait des pogroms sanguinaires et que le tsar Nicolas II était l'ennemi de l'humanité. Et remarquez que pendant les 100 ans qui ont précédé les régimes bolcheviques, ils ont fait, dans la répression de ce régime totalitaire tsariste, ils ont fait, du point de vue du mort et de la répression,
l'équivalent peut-être d'un mois, même pas peut-être une semaine, le même chiffre de morts qui, juste un an après l'installation du régime bolchevique, la révolution d'octobre 1917 en Russie, un an après, c'est-à-dire que les bolcheviks, en un an, ont réussi à faire plus de morts en un an seulement, avec la répression des gardes rouges qui étaient des délinquants financés par l'extérieur, que toutes les morts qui avaient été précédées dans le régime tsariste. Là, la vidéo que je vous propose, c'est tirée d'une chaîne radio et télé franco-israélienne, très bien, qui s'appelle à l'italienne, s'appelle Studio Qualità. Écoutez bien ce qu'elle dit. Écoutez bien. Passionnés d'histoire juive, bonjour. Et si je vous disais que la guerre russo-japonaise qui va se dérouler entre le 8 février 1904 et le 5 septembre 1905 a été gagnée par les Japonais, oui, mais cela grâce à un juif. J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire de Jacob Schiff, ou Jacob Schiff, un banquier et philanthrope juif américain. Et surtout, l'homme qui a détesté le tsar russe à cause des pogroms que celui-ci organisait contre les juifs et qui a décidé de soutenir par le biais de sa banque le Japon à hauteur de 200 millions de dollars de l'époque, une somme faramineuse. Jacob Schiff est né le 10 janvier 1847 à Francfort. Il est issu d'une vieille famille juive rabbinique de Hesse et son père, comme beaucoup de juifs allemands de l'époque, travaille dans une banque, celle des Rothschild. Après avoir fait ses études en Allemagne, il part en Amérique en 1865 et va travailler lui aussi dans le monde de la finance, dans la firme de courtage Frank & Gans. En 1875, après un séjour en Europe où il prend contact avec le monde bancaire allemand, il va travailler à la banque Kuhn, Loeb et compagnie qui a été fondée en 1867 par Abraham Kuhn et Salomon Loeb, et il va en devenir le patron en 1875. Sous son impulsion, la banque va s'agrandir considérablement. Elle va participer au financement de l'Union Pacific, elle va créer la Northern Securities Company et elle va donc devenir l'une des banques les plus importantes des États-Unis. Jacob Schiff va donc devenir l'un des plus puissants financiers américains. Il va diriger de nombreuses affaires industrielles, Central Trust Company, Western Union, qu'on connaît encore aujourd'hui, etc. Mais outre son activité financière, c'est un grand philanthrope. Il fait don d'argent à une longue lignée d'institutions juives et comme il est très peiné par les pogroms en Russie, il va par exemple contribuer à aider les victimes et à financer les organisations juives qui prônent l'autodéfense juive. Il va faire un don d'argent non seulement aux institutions du mouvement réformiste, mais aussi au mouvement conservateur ainsi qu'au mouvement orthodoxe. Il va faire donc des dons au séminaire rabbinique d'Amérique, au Hebrew Union College et à la Yeshiva University, bien que lui-même personnellement va superviser la construction de la synagogue Temple Emmanuel, la grande synagogue réformée à New York. Schiff va faire le don d'importantes sommes d'argent à des entreprises littéraires dans le domaine du judaïsme. Il va faire don pour la publication de la Jewish Encyclopedia, pour la traduction de la Bible en anglais, pour la Jewish Society for Book Publishing, pour la création d'un département juif à la New York City Library et même pour le musée juif de Harvard. Il va aider énormément d'institutions juives et il va être l'un des fondateurs de l'American Jewish Committee en 1906. Et parallèlement à tout cela, il va faire don de beaucoup d'argent à des institutions qui s'occupent d'activités sociales et humanitaires. Il va entre autres fonder la chaire économie sociale de l'Université de Columbia. Il va aider à financer de nombreux départements un peu partout aux États-Unis. Quand il est en vie, il est considéré à cette époque comme la personnalité juive la plus influente des États-Unis. Mais comme je vous l'ai dit en commençant cette chronique, Schiff est surtout très hostile au tsar Nicolas II, qu'il nomme l'ennemi de l'humanité, ainsi qu'à l'aristocratie russe qui, à la suite des pogroms dont sont victimes les juifs de Russie. Alors qu'est-ce que va faire Schiff ? Eh bien, il va utiliser son argent, il va prêter par l'intermédiaire de sa banque 200 millions de dollars au gouvernement japonais durant la guerre russo-japonaise et il va s'efforcer d'organiser
dès les pogroms russes de 1894, le blocus financier du tsar. C'est ainsi qu'à la fin de la guerre, Jacob Schiff va, avec un nombre important de membres éminents de la communauté juive américaine, eh bien, ils vont faire pression pour présenter des doléances aux représentants russes au sujet de la situation qui était faite aux Juifs en Russie. Comme il va le raconter dans son premier tome de ses mémoires, le comte de White, qui lui reproche d'exagérer la situation des Juifs de Russie, mais pourtant, Jacob Fish, lui, continuera à demander la justice pour les Juifs russes. Il va ainsi en 1911 lancer une campagne contre le président William Howard Taft pour l'amener à rompre les relations commerciales avec la Russie, comme il va s'en vanter dans les colonnes du New York Times un peu plus tard. Et quand le gouvernement du tsar tombe en 1917, alors Schiff croit que l'oppression que subissent les Juifs en Russie est finie, et pourtant il ne se rend pas compte que le gouvernement soviétique de Lénine et Trotsky ne sera pas aussi bon. Et donc au départ, alors qu'il avait soutenu le changement de gouvernement en Russie, il va revenir sur ce qu'il pensait être une bonne révolution. Et puis il faut dire aussi que Schiff n'était pas tout à fait sioniste, il n'était pas d'accord avec les conceptions de Theodor Herzl, mais il va pourtant aider les Juifs installés en Palestine, et il va donner de l'argent pour permettre la création et l'implantation de colonies juives en Eretz Israël. Jacob Schiff mourra le 20 septembre 1920 à New York, et les journaux célébreront sa philanthropie et son humanisme. Voilà, c'est donc de ce grand homme dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain pour un nouvel épisode d'un jour notre histoire. Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est les Juifs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ces grands hommes, donc, qui était né à Francfort, travaillait avec Rothschild, sous faux drapeau, vivait en Amérique, il a financé l'État japonais, qui existait depuis 1855, pratiquement est passé en 50 ans du Moyen-Âge, 1855, à avoir une flotte et une entreprise et une économie aussi moderne de pouvoir détruire la flotte russe dans la bataille dans la mer Pacifique. Évidemment, pendant 50 ans, la communauté juive internationale, surtout les systèmes bancaires fondés et collaboré avec le Vatican, les méchants, ils avaient bien travaillé pour, élever cet ennemi nouveau, le Japon, contre cette puissance chrétienne qu'était la Russie. Je ne sais pas si vous remarquez, il répète dans Radio Qualità que son caractéristique principale, c'était la philanthropie. Vous savez, normalement, les banquiers juifs et de la maçonnerie sont avant tout des philanthropes. Ils font des millions de morts à cause des dégâts collatéraux, une guerre qui provoque, mais c'est fondamentalement des philanthropes. D'ailleurs, il va financer, et Leclerc le dit, non, la guerre, soit la guerre russo-japonaise, il y aura une révolution avortée en Russie pendant cette époque 1905 en Russie, qui n'était pas réussi, mais c'était que. Donc, il dit, et la radio, là, qu'il croyait finalement que le gouvernement bolchevique aurait été un bon gouvernement avec les Juifs, mais après, là, il s'était repenti, c'est-à-dire après avoir mis au pouvoir, installé Lénine, Trotsky, Staline, Kaganovitch et toute cette lignée d'hommes de bien, fondamentalement des bienfaiteurs aussi, des philanthropes, et s'était rendu compte, là, et fait marche arrière. C'est souvent ça, les pauvres philanthropes, lui, il avait ça. Ça fait partie un peu, vous savez, mais c'est eux qui le disent. Radio Qualità, c'est une radio qui fait la Hasbara. Hasbara, ça serait la propagande pro-juive, tout ce qu'on dit maintenant aussi, parce que quand on tire, par exemple, sur des églises chrétiennes au Liban ou en Israël, on ne voulait pas tirer, on s'était trompé. On va ouvrir une enquête. Quand on ferme des églises comme la cathédrale à Jérusalem, là, on voulait fermer un club des danses. En réalité, on s'était trompé, l'ordonnance n'était pas pour ça. Souvent, les sionistes, soi-disant, les
les adeptes de la synagogue de Satan, quand ils font quelque chose, ils le font par erreur, ou ils vont regretter un peu, je suis désolé, on a installé en Russie le bolchevisme qui a fait quelques dizaines de millions de morts en quelques années, mais nous, on avait simplement voulu protester contre les pogroms, contre les juifs, excusez-moi. Regardez cette image, la dernière, concernant la destruction de l'église du Saint-Sauveur en 1931 à Moscou. L'église du Saint-Sauveur qui avait été construite à Moscou après la victoire russe sur Napoléon, c'est-à-dire sur la Francomanie, c'est-à-dire sur la, sur la maçonnerie franco-britannique. Eric, si tu peux envoyer la vidéo courte et impressionnante de la destruction de cette église qui avait été prônée par ce monsieur qui s'appelle, regardez bien, après je dis 2 mots, allez, a été filmé par un jeune garçon de 20 ans qui a été obligé à filmer, c'est un peu ancien, il y a quelques montages, mais là, les images de fond sont réelles. Vous avez remarqué avec quel scrupule les fonctionnaires zélants ils font l'inventaire de tous les objets précieux qui étaient à l'intérieur de cette église et après ils la démolissent. Alors c'est Lazar Kaganovich qui était le bras droit de Staline, qui était un juif de ces juifs, hein, il était un cordonnier et né en Ukraine, il sera gouverneur de l'Ukraine, il sera celui qui organisera Holodomor qui était la mort par faim. Celui qui plus tard reprendra Mao avec une 50aine de millions de morts par faim dans les années fin années 50. Hein. Mao qui était célébré par tous les grands intellectuels, par exemple Jean-Paul Sartre, etc. Mais là, donc Lazar Kaganovich, il fait mourir de faim entre 5 et 10 millions des Ukrainiens qui s'opposait au régime bolchevique. Remarquez que cet homme qui est né en 1893, il a vécu jusqu'en 1991. C'est-à-dire il a survécu à la chute de l'empire de l'URSS. Extraordinaire, c'était un hypersanguinaire, c'était quelqu'un qui prônait et qui était choisi par le gouvernement de l'ombre, parce que j'espère que vous auriez compris que les personnages des façades présentés en Russie aussi, Staline ou Kaganovich ou d'autres, n'étaient pas les vrais intellectuels qui dirigeaient de loin l'État profond, les autres qui travaillaient sous faux drapeau dans le monde entier, c'était ceux qui donnaient de l'argent, qui finançaient les régimes soviétiques en vue de partir de là pour infecter le monde entier. Et donc, ces personnages, quand même, ils ont pris des responsabilités incroyables et c'était l'image que vous voyez de la destruction de l'Église. Vous pouvez la superposer, imaginez un peu ce qui a fait la Révolution française, excusez-moi, on est en France, mais c'est comme ça, la Révolution française avec le génocide vendéen ou, par exemple, la destruction de tous les lieux saints, sacrés, et à commencer par exemple par l'abbaye de Cluny. Vous savez qu'elle a été donnée à détruire à un entrepreneur du bâtiment qui a sûrement fait l'inventaire comme nos amis les bolcheviques là, et qu'ils ont réduit l'abbaye de Cluny, phare des civilisations du monde entier, à un tas de ruines. Donc là, on n'était pas dans
dans des Tartares, dans les barbares bolcheviques, on était dans la France, dans la pleine France des Saint-Louis. Hein. Imaginez un peu donc dans quelle époque nous vivons et lesquels ont été les fruits des grains qui ont été sémés incroyablement par la Révolution française, par cette révolution judéo-maçonnique. J'espère que tout le monde aura compris ça, et j'espère que tout le monde aura compris aussi que la destruction des lieux sacrés fondamentaux, importants, comme l'église du Saint-Sauveur à Moscou ou l'église de la cathédrale, n'est-ce pas, de Notre-Dame de Paris, n'a pas été provoquée par des courts-circuits électriques ou des mégots de cigarettes oubliés malencontreusement par des ouvriers peu scrupuleux. Voilà. Alors, j'espère de vous avoir donné, comme d'habitude, je ne donne que des idées parce que les choses vont vite. Roger Domergue, à l'époque, il y a 30 ans d'années, disait « nous sommes à la fin de la fin ». Alors là, nous sommes vraiment à la fin de la fin de la fin de la fin. Nous ne sommes pas là au gâteau, à la fruit, au café, au pouce-café. Nous sommes, je ne sais pas où, probablement c'est la veille du jugement dernier. Je l'espère bien, je ne sais pas, on verra bien. Ça, c'est une question de foi. Avec bonne paix de tous les cartésiens, les rationalistes, les scientifiques, etc., etc., etc. Et donc, j'espère de vous avoir donné, comme d'habitude, des sujets de réflexion. Et je vous remercie aussi pour votre attention. Aujourd'hui, ça a été un peu dense et compliqué. Peut-être j'ai fait un peu de confusion. Ne m'en voulez pas. Et pas confusion, mais j'ai amassé beaucoup de matériel. Et donc, je vous donne rendez-vous pour continuer dans notre aventure de démasquage, excusez-moi le mot, de la fausse lecture de la réalité de la narration actuelle. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, jeudi, pour une autre page d'histoire. Bonjour et merci encore.